Bonjour à tous, merci d'être de retour dans cette nouvelle vidéo que je classe hors série cette fois parce qu'on va pas apprendre grand chose sur ce qui se passe dans notre corps mais plutôt sur ce qui se passe dans nos hôpitaux. Donc en effet je suis pas médecin ni ministre de la Santé malheureusement et j'ai juste cru mourir aux urgences de ma ville qui est pourtant une ville très bien réputée pour son service hospitalier. D'ailleurs monsieur Olivier Véran et monsieur Yannick Neuder, les deux anciens ministres de la Santé, sont de chez nous, ils ont pratiqué la médecine juste là au CHU de Grenoble. Et pour autant, vous allez le voir, c'est assez catastrophique ce qui se passe dans les services des urgences. Donc c'est parti, je vais vous raconter tout ça. Donc mon aventure commence de la plus belle des manières par l'accouchement à domicile de notre fille fin novembre 2024. Donc là-dessus, pas de problème. Petite précision, je vais sûrement lire parce que... Et deuxième petite précision, ça va durer longtemps, cette vidéo. Donc je suis vraiment désolée d'avance pour la longueur et pour le fait que je vais lire. Mais j'ai envie de raconter ça correctement. Et selon moi, les détails font vraiment partie de l'histoire. Ça permet de... Je pense que ça permet de se mettre vraiment dans le bain et de comprendre le cheminement de ce qui se passe à l'hôpital, de ce qui s'est passé dans ma tête, enfin voilà. Donc vous pourrez passer, je mettrai en commentaire et dans la description le timecode, là, le truc pour aller au chapitre qui vous intéresse. Mais en tout cas, ça va être un peu long et je vais parfois lire parce que j'ai écrit des choses que j'ai envie de vous dire de cette manière-là, très précise. Voilà, donc on continue. La naissance de ma fille, donc super bien passée. Les 3 premiers jours, on est dans une bulle de bonheur, tout simplement. Le petit frère découvre la petite sœur, on lui apprend la douceur et tout va bien. Moi, je suis suivie par mes 2 sages-femmes qui viennent très régulièrement, à peu près 1 jour sur 2, contrôler que tout va bien, voir le bébé, etc. Et donc, tout va bien. J'ai juste une petite douleur en bas à droite du ventre, mais rien d'inquiétant. En fait... Elle m'explique que l'utérus, il se contracte, il reprend sa toute petite taille, il se remet à sa place. Et en plus, souvent, il tire un peu vers la droite en fin de parcours. Donc, pas étonnant que j'ai un petit peu mal en bas à droite. J'ai eu très mal aux ligaments pendant la grossesse, donc c'est sûrement aussi des ligaments qui travaillent. Voilà, elles me disent toutes les deux la même chose, pas d'inquiétude. Moi, j'avais quand même pris un rendez-vous pour faire une écho de contrôle. Et je l'ai annulé en me disant, bon, c'est bon, les 2 sages-femmes ont dit la même chose à 2 moments différents, elles sont d'accord entre elles, donc je vais pas aller faire une écho de contrôle alors que j'ai juste un peu mal en bas du ventre et qu'en fait, de toute façon, j'ai l'habitude d'avoir toujours mal quelque part, donc ça m'a pas tant inquiétée, surtout que c'était une douleur diffuse, c'était pas handicapant, je faisais mon petit quotidien normal, quoi. Voilà. Et ensuite, le 1er décembre 2024, donc 10 jours après mon accouchement. Je me lève d'une sieste vers les coups de 17h, une bonne sieste, et je fais quelques pas dans l'appartement. Et là, je sens une douleur qui me tire à l'arrière des jambes. Pas non plus au point de s'écrouler, mais je me dis, tiens, ça me fait bizarre. Ça me fait penser un peu à ceux qui en ont déjà eu de la tension veineuse, comme j'avais eu pendant l'été, pendant ma grossesse. Donc, ce que j'ai fait tout de suite, c'est que j'ai mis mes bas de contention. Je me suis dit, tiens, je dois avoir un peu de tension dans les veines. Enfin, c'est ce à quoi ça m'a fait penser. Et voilà, rien d'alarmant. En fait, dès que je m'assois, j'ai plus mal du tout. Et dès que je marche, je sens comme un fil qui me tire. Aux alentours de 19h, on va manger chez mes parents. On se gare tout au fond du parking parce qu'il n'y a pas de place. Et en fait, juste le fait de sortir jusqu'à la voiture et de marcher de la voiture jusqu'à l'immeuble de mes parents, là, ça commençait à être très bizarre, c'est que j'étais à bout de souffle. J'étais vraiment essoufflée, épuisée. Je me traînais, quoi. Donc, arrivée chez ma mère, elle, tout de suite inquiète, elle me dit « Non, je t'ai jamais vue comme ça en 31 ans. On appelle le SAMU. » Moi, je lui dis « Mais tu vois bien que quand je suis allongée dans le canapé, tout va bien. J'ai pas de symptômes particuliers. Là, quand je suis au repos, ça va. » Et elle me dit « Non, t'es en postpartum. Je t'ai jamais vue comme ça, je te connais, donc on va pas prendre de risques. On appelle, on demande un avis médical, ça coûte rien. »
Donc, me voilà en ligne avec une médecin du SAMU qui me demande de me masser les mollets, de me masser les cuisses. Donc, je m'exécute. Je dis oui, et donc elle me dit, vous avez pas mal? Je dis, non, pas du tout. Quand je suis allongée sur le canapé comme ça, j'ai pas mal. Non, mais massez-vous derrière les mollets, derrière les cuisses. Alors, je dis non, je n'ai pas mal. Bon, vous n'avez pas de phlébite. De toute façon, si vous aviez une phlébite, vous auriez mal que dans une jambe et vous n'arriveriez pas à poser le pied par terre. Je dis ok. Et donc, elle me dit, je sais pas, c'est un peu bizarre ce que vous me racontez. Je vous prends un rendez-vous chez SOS Médecins. Donc, en fait, c'est la SAMU qui contacte SOS Médecins, qui raccroche avec moi. Et dans les 5 minutes, SOS Médecins m'a rappelé en me donnant un rendez-vous à 21h. Donc, il était à peu près 19h30, le temps juste de manger une assiette chez mes parents. Puis, Evan repart avec les 2 enfants chez nous, donc mon fils de 2 ans et ma fille de 10 jours. Et mon frère m'emmène chez SOS Médecins. Arrivé là-bas, je tombe sur un médecin. Si un jour il voit cette vidéo, je lui fais coucou. Il ressemble à Philippe Etchebest. Il était super gentil avec une grosse carrure très rustre. Au premier abord, il fait super peur. Et en fait, c'est un gros nounours très, très, très gentil qui s'est très bien occupé de moi, mais qui n'a pas réussi à diagnostiquer ce qui m'arrivait. Et donc, il me dit écoutez, madame, je suis embêtée, je n'ai pas de diagnostic. En effet, vous avez des symptômes bizarres, voire alarmants, parce qu'il y a une espèce de tension, vous ressentez comme de la tension dans les veines et vous avez un essoufflement quand même assez fort. Mais malgré tout, la saturation en oxygène était bonne, je n'avais pas de fièvre, j'avais une bonne tension. Il me dit, pour moi, vos constantes sont bonnes, donc vous pouvez rentrer chez vous. Par contre, demain matin, prise de sang en urgence, parce qu'on va rechercher les maladies cardiovasculaires. Enfin, en tout cas, les marqueurs de problèmes cardiovasculaires en postpartum. Je lui dis, ok, là, vous êtes sûr que je peux rentrer chez moi, je vais pas mourir cette nuit. Et il me dit, avec les vérifications que j'ai faites, vos constantes sont bonnes, normalement, il n'y a pas de problème. Mais le normalement, on sent qu'il reste quand même un petit doute, quoi. Bon, je repars avec mon ordonnance de prise de sang. Mon frère me ramène en bas de chez moi. Merci beaucoup, bonne soirée, à bientôt. Il démarre la voiture et me voilà face à mes 4 étages. Et là, en fait, il m'est arrivé quelque chose d'effrayant que j'espère ne jamais revivre. J'ai toute ma vie habité au 4e étage, donc j'ai bien l'habitude de monter les escaliers avec des enfants dans les bras, avec des courses. Et là, je n'ai pas réussi à monter les escaliers, c'est-à-dire que je n'avais plus de souffle. J'étais obligée de me hisser à la rambarde avec mes bras. Mes jambes, elles ne me portaient plus. Mes épaules et mes bras, comme ça commençait à me brûler. Et ma vision, elle commençait à s'obscurcir. Enfin, je me suis vraiment dit, waouh, là, je vais pas tarder à m'écrouler, en fait, dans 3-4 pas. Donc, je me suis arrêtée au 3e, quand même. Et j'ai commencé à gueuler dans la montée pour que mon conjoint il vienne me chercher. Et donc, il est venu, il m'a aidé à monter jusqu'en haut. Enfin, il m'a demi-portée ou je sais pas quoi. Et donc, directement, je suis arrivée dans mon lit. Plus aucun symptôme. Le fait d'être allongée à plat dos, je me sentais parfaitement bien. Donc, c'était très bizarre comme chose, sachant que j'ai eu quand même très peur dans les escaliers, mais que j'ai gardé en tête. Le médecin a dit que ça allait, que j'avais des bonnes constantes, donc faut pas que je m'inquiète. Demain, je fais la prise de sang et ça ira. J'ai quand même pas fait la maligne, c'est-à-dire que je me suis même pas levée de la nuit, même pas pour faire pipi. J'ai vraiment essayé d'être prudente. Voilà, arrive le petit matin, et là, je décide de ne pas aller faire la prise de sang, mais d'appeler une infirmière à domicile pour qu'elle le fasse elle-même, tout simplement parce que j'avais trop peur de reprendre mes escaliers, de les descendre, de les remonter. Voilà, donc c'était le 11e jour après l'accouchement, donc mon conjoint reprenait le boulot ce jour-là, sachant qu'il est auto-entrepreneur, donc il n'avait pas trop le choix au bout d'un moment de reprendre le travail. Donc on est lundi matin, il part travailler, le grand part chez la nounou, et moi j'attends l'infirmière qui vient me faire la prise de sang. Entre-temps, j'appelle ma meilleure amie et je lui dis voilà, ça va pas. Franchement, ça faisait quelques jours d'ailleurs que j'avais des idées noires. Alors, pas des idées noires dans le sens
j'ai pas pensé à me faire du mal ou quoi que ce soit, mais moi qui suis pas du tout une stressée de la mort, enfin je sais qu'il y a des gens que ça travaille, qui y pensent régulièrement, qui se questionnent beaucoup, etc. Moi, c'est pas un sujet dans ma vie. Et ben, bizarrement, ça faisait peut-être 2-3 jours que je me voyais dans le miroir. En fait, on a un meuble coulissant avec un miroir en face de notre lit, mais le miroir, on le décale toujours pour qu'il soit pas en face de notre lit. Et je ne sais pas pourquoi, peut-être que le petit avait bougé les portes. Ça faisait 2 jours ou 3 jours de suite que je me réveillais ou que je me couchais dans mon lit et que je me voyais dans ce miroir. Et je me rappelle avoir dit à Evan, regarde, on dirait que je suis sur mon lit de morte. Mais tout à fait, comme ça, quoi. Et lui, il comprenait pas. Il disait, mais t'es folle ou quoi? Et je lui dis, non, mais c'était un peu bizarre. J'avais comme un sentiment ou un pressentiment, je sais pas, que j'allais m'éteindre bientôt, que j'allais mourir. Alors que ça m'angoissait pas plus que ça, juste ça arrivait comme ça. Justement, surtout quand je me voyais dans ce miroir, et je me disais, je vais mourir. Et donc, quand même, je me suis posé la question et je me suis dit, je suis un peu bizarre. Je pense que je fais une dépression postpartum. Voilà, moi, ce que je me suis dit. 2e enfant, bouleversement familial, ça y est, j'ai des idées noires. Je sombre en dépression. Bon. En tout cas, ce jour-là, donc on est le 2 décembre, l'infirmière est venue faire la prise de sang. J'appelle ma meilleure amie, je lui dis, viens vite, ça ne va pas. Je n'arrive plus à me lever, je suis essoufflée, j'ai des symptômes bizarres. J'ai vu SOS médecin, etc. En plus, j'ai des idées un peu sombres, donc viens vite chez moi parce que je peux même pas m'occuper de la petite, parce que la petite bébé de 11 jours, en fait, je n'arrive pas à me mettre debout, à aller lui changer la couche ou à me lever, me faire à manger ou quoi que ce soit. Donc elle arrive et donc pendant qu'elle est là, j'en profite pour faire uniquement 2 choses, une petite douche et changer une couche de ma fille. Et ces 2 petites actions qui ont duré à peu près 6 minutes chacune, j'ai eu l'impression de gravir l'Everest, mais vraiment, c'était très, très difficile. Je manquais de souffle et j'ai d'ailleurs même pas pu m'habiller dans la salle de bain. J'ai dû revenir toute nue dans le salon pour m'habiller allongée, couchée, parce qu'il y a que couchée que je me sentais bien, que je me ressentais normale, en forme. Sur ces entrefaits, mon sage-femme arrive parce que, comme vous l'avez déjà vu dans la vidéo d'avant sur l'accouchement à domicile, j'ai été suivie par 3 sages-femmes, 2 qui étaient présentes à l'accouchement et 1 qui n'a pas pu être présent, mais qui avait rendez-vous avec moi ce lundi pour rencontrer ma fille. Donc il arrive, je lui raconte l'accouchement de rêve que j'ai passé, mais très très vite, je lui dis « ça ne va pas ». Il m'arrive quelque chose de bizarre, je lui raconte tous mes symptômes, je lui explique que j'ai fait une prise de sang, que j'attends les résultats et que si ça ne va pas, le médecin de SOS médecin doit m'appeler. Donc il me dit, moi de toute façon, je reste là, tant que t'as pas les résultats, je reste avec toi. Et ça ne manque pas. Le médecin Philippe Etchebest me rappelle et il me dit en effet, vous avez un taux de D-dimère, donc le marqueur cardiovasculaire problématique très élevée. Il faut donc vous rendre aux urgences tout de suite. Il me dit, voilà, vous affolez pas trop parce qu'en postpartum, tous les marqueurs sont très élevés ou très bas. Enfin voilà, il y a plein de choses qui bougent. Donc c'est jamais très parlant. C'est pour ça qu'il faut aller faire des examens complémentaires. Il prend le téléphone avec mon sage-femme François. Ils discutent entre eux pour essayer peut-être essayer de réfléchir à ce qui peut m'arriver. Puis François appelle les urgences gynéco en leur disant, voilà, j'ai une patiente qui arrive. Elle a une petite de 11 jours qui est allaitée, il faudrait la faire passer rapidement dans votre service. Et ils lui disent non, elle n'est pas en maternité, vous l'envoyez au service des urgences adultes. Donc il appelle les urgences adultes pour essayer de me faire passer un peu devant, pour leur dire il y a une patiente qui arrive, mais il faut la prendre en charge. En gros, risque de problème vasculaire. Voilà, pour l'instant, moi, tout ce que je sais. Il raccroche et il me dit « Est-ce que je peux toucher ton ventre ?» Je lui dis « Oui, bien sûr ». Il appuie pile poil en bas à droite, là où j'ai expliqué à mes autres sages-femmes que j'avais mal. Et il n'y avait vraiment rien d'alarmant à ce moment-là. Sauf qu'avec les nouveaux symptômes, François, tout de suite, il me dit « Bon, écoute, je pense que
que tu as une veine bouchée dans l'ovaire. Ça s'appelle un thrombus, ou il me dit un truc dans ce genre. Quand tu arrives aux urgences, tu leur dis que tu as des dédimères élevés, que tu as sûrement une veine bouchée dans l'ovaire et ils vont sûrement te faire une échographie, un électrocardiogramme ou un scanner ou un truc comme ça. Ok, d'accord. Sur ces entrefaits, Evan est arrivé. Il m'a préparé un petit sac avec ma meilleure copine pour que j'ai des vivres, quoi. 2-3 gâteaux, une bouteille d'eau, un chargeur de téléphone. Et donc, me voilà partie avec François et Evan qui m'aident à descendre l'escalier, qui me mettent dans la voiture. Et c'est parti pour les urgences. Et là, je leur dis au revoir à mon conjoint et ma fille sur l'entrée des urgences. Et je leur dis, à tout à l'heure. Et en fait, j'y crois pas. Je sais que le à tout à l'heure, il va être un petit peu long. Je sais pas encore à quel point. Voilà, me voilà arrivée à l'entrée des urgences, dans ce grand hall que je ne connais pas, parce qu'il a subi des gros travaux et ça fait très longtemps que je ne suis pas allée aux urgences. Je commence à faire la queue et je vois qu'il y a des chaises sur le côté. Je me dis, tiens, je vais aller m'asseoir. Et en fait, je comprends que les chaises sont faites pour patienter une fois qu'on a déjà fait l'enregistrement administratif. Et l'enregistrement administratif, tu attends debout les uns derrière les autres. Sauf que moi, je n'arrive pas à rester debout. Donc je suis là, je piétine, je fais des petits pas, je tourne en rond, j'essaie de m'accroupir, j'essaie de trouver une façon de faire. Et encore une fois, c'est un peu difficile sûrement à comprendre pour ceux qui ne connaissent pas cette sensation. Je n'ai pas une douleur insupportable. J'ai une espèce de gêne qui m'empêche de rester debout. C'est très bizarre à expliquer, mais en gros, c'est ça. Et en plus de ça, j'ai un essoufflement. Voilà. Bon, il y a l'essoufflement, bien sûr, mais il y a cette histoire de comme si on me tirait un fil derrière les jambes. Et puis, il y a l'inquiétude quand même un petit peu. Là, je commence à me dire, faut qu'on s'occupe vite de moi parce qu'il y a un truc chelou. Et enfin, non, pas enfin, d'ailleurs, il y a la petite anecdote du allez, je vais m'asseoir quand même parce que je tiens pas debout. Et là, je vois des gens arriver. Et là, vous voyez le côté égoïste de l'être humain. Je me relève vite pour reprendre ma place. J'ai trop peur que les gens passent avant moi, en fait. Voilà, j'ai un peu honte de penser ça, mais pour vous montrer un peu le cheminement mental. C'est enfin mon tour. J'ai déjà sorti ma carte vitale. Je donne mon nom, mon âge, etc. Et en fait, c'est long. C'est très long. C'est très, très long. On ne sait pas pourquoi. Est-ce que ça bug? Est-ce que le logiciel, il est mal foutu? Est-ce qu'il n'y a pas de connexion Internet? Franchement, c'est une horreur. Normalement, je suis aux urgences. Le nom l'indique. Et non, voilà. Donc, j'attends. Ça y est, enfin, je suis enregistrée. Enfin, j'ai un bracelet. Enfin, je peux aller m'asseoir sur la chaise pour attendre. On vient assez rapidement me chercher. On me met dans un petit box. Il y a un interne, un jeune, je sais pas, un infirmier, j'en sais rien, qui me palpe les cuisses, les mollets, qui me dit « Vous avez pas mal ?» Non, j'ai pas mal. Donc exactement ce que m'a dit la SAMU au téléphone, exactement ce que m'a dit Philippe Etchebest, le médecin d'SOS Médecins. Donc l'infirmier là, il me refait pareil, vous avez pas mal au mollet, vous avez pas mal aux cuisses, non. Et en plus moi je suis allongée sur un lit, donc autant vous dire que là j'ai plus rien, je me repose enfin, tout va bien, je suis même plus essoufflée. Et autour de moi j'entends 2 personnes âgées, un qui a de la fièvre je crois, parce qu'il y a des petits rideaux en fait, on entend tout, et l'autre qui a du mal à respirer. Donc, bien sûr, ils partent en premier, celui qui a du mal à respirer, après celui qui a de la fièvre. Puis, on est quand même au mois de décembre, il y a les maladies d'hiver, donc forcément, les personnes âgées avec le Covid, la grippe ou ce genre de trucs. Donc, voilà. Et enfin, c'est mon tour. Arrive une petite jeune métisse, avec les cheveux super rasés, très courts, qui prend mon brancard, et qui me pousse. Et là... je rentre dans le service des urgences. Donc ça y est, ma brancardière m'emmène à travers des couloirs. Et là, je découvre un monde inédit. En fait, c'est un peu ce qu'on imagine, c'est un peu ce qu'on voit à la télé. Sauf que de le vivre, c'est pire. Franchement, c'est juste affreux. Il y a des gens partout.
partout. Il y a la place juste pour qu'un brancard passe. Enfin, un lit, là, où je sais pas comment ça s'appelle. Il y a des personnes en train de se tousser dessus, mais j'entends des toux de presque à vomir. Ils sont assis les uns en face des autres sur des lits. Je me rappelle d'une jeune fille au milieu du couloir, assise comme ça sur son lit, en train de vomir dans un haricot. Des trucs... c'est trop. D'ailleurs, c'est pour ça que j'ai écrit toute cette histoire quand j'en suis sortie, parce que ça me paraissait... je voulais pas oublier un seul détail de ce qui s'était passé là-dedans. Il y a des gens qui ont le regard livide, le teint blanc. On dirait qu'ils ont passé leur vie ici, qu'ils ont vieilli là dans ce couloir. Il y a des gens qui n'ont même pas de lit ou de brancard, qui sont assis sur un espèce de fauteuil. Il y a des gens qui dorment comme ça, avec la tête qui pend vers l'avant. Franchement, je me prends une vague de « Wouah, qu'est-ce que c'est que ce truc ?» On dirait le tiers-monde. Et première chose que je fais, je prends mon pull et je me cache le visage parce que ma fille, elle a 11 jours et j'ai pas du tout envie de revenir avec une coqueluche, une grippe, un Covid ou je sais pas quoi. Donc là, la brancardière, elle me dit « Est-ce que vous voulez un masque ?» Je lui dis « Ah ouais, bien sûr, merci beaucoup. » Et j'ai une chance inouïe, elle me trouve un box. Il reste un box de libre, je pense, elle me fout dedans. Et la porte reste ouverte, elle s'en va. Et là, en face de moi, je vois le couloir. Il y a donc un homme qui doit avoir une 50aine d'années, qui est typé, il me fait penser un peu à un grec. Et donc, en fait, lui, c'est un peu ma télé, quoi. Vu que j'ai rien à faire et que je vais rester là des heures, je le regarde. Et je vois il a l'air de beaucoup, beaucoup souffrir quand il se lève. Souvent, il descend de son lit, il fait quelques pas, il part je sais pas où, et il revient. Et à chaque fois, on dirait que ça lui fait une douleur incroyable. Il est en chaussons, il a l'air d'avoir très très mal. Et moi, je me dis, quand même bizarre ce monsieur, il a l'air d'avoir super mal quand il se lève, et pourtant il fait que de se lever, quoi. Enfin bon, à un moment, moi aussi, je me lève, parce que j'ai besoin d'aller aux toilettes. Sachant que je suis en postpartum, je dois me changer de temps en temps. Donc, il y a une vingtaine de pas à faire, mais franchement, ça me suffit pour me rendre compte qu'il y a environ une centaine de personnes. Il y a un espèce de renfoncement en face des toilettes. On dirait que tous les vieux ont été entassés ici. On dirait qu'ils se sont dit, allez, plus de 70 ans, ils vont tous crever là dans ce coin. Enfin, c'est incroyable. Là, il y a des gens qui se font ausculter. On voit, oui, lever la jambe, plier le genou, machin. Au milieu du couloir, c'est le Capharnaüm. J'ai pas vraiment de mots pour décrire ça, mais en tout cas, j'ai la sensation qui est encore bien ancrée. Voilà. Avec tout ça, j'ai quand même la chance d'avoir un petit lavabo dans le box. Je peux donc me vider les seins, parce qu'à 11 jours de postpartum, autant vous dire que je suis à 2 doigts d'exploser. Au bout d'un moment, ils vont m'emmener un tire-lait, d'ailleurs, au bout d'un certain temps, mais c'est un tire-lait à pompe manuelle ou je sais pas quoi, je sais pas trop l'utiliser. Donc j'utilise plutôt l'expression manuelle. Enfin bon, voilà comment je passe le temps. Et puis à un moment donné, le monsieur devant ma porte est enfin examiné, donc devant moi. Et je l'entends très clairement parce qu'il est à 2 mètres, 2 mètres 50. Donc je l'entends bien exprimer son problème. Et là, je comprends en fait que le pauvre monsieur, il a une infection urinaire hyper grave, très très violente. Donc il est soigné depuis un certain temps, mais il est allergique à son traitement. Et en fait, il se lève toutes les 20 minutes pour aller faire pipi parce qu'il a besoin d'aller aux toilettes. Et en fait, les effets secondaires de l'allergie là, de son médicament, c'est que ça lui brûle la paume des pieds, la paume des mains. Voilà, quelle histoire de dingue. Donc tout ça, je vous le dis, on s'en fout en fait. Je pense qu'il s'en est bien sorti et qu'il va bien. Je vous le dis juste pour que vous voyez à quel point il n'y a aucune intimité. Je l'entends, le médecin lui dire « Et la verge, ça va mieux votre verge ?»« Oui, la verge, ça va mieux, maintenant j'ai mal aux mains. » Enfin, on est les uns sur les autres et puis on discute comme ça, quoi, comme si on était une famille. Enfin bon, c'est une horreur, mais enfin arrive mon tour. Il y a la médecin qui arrive, cette fois pour moi.
Et donc, elle est très jeune. Je pense qu'elle a 30 ans, mais a tout cassé. Une toute petite trentaine. Elle a... je vois tout de suite qu'elle a un vélo en tatouage sur elle. Et je me dis, alors, enfin, moi, ça fait connexion directe. Je vois bien je sais pas, je me dis, ça doit être une petite écolo qui sort du CHU en vélo, qui va aller acheter des graines de chia à Satoris en sortant, puis elle ira boire un coup dans le bar à Bobo, pas loin. Enfin bon, voilà, je me fais ma petite idée sur la personne en 2 minutes. Bon, en même temps, j'ai rien d'autre à faire. Et donc, elle me dit, mettez-vous debout, faites quelques pas, je comprends pas ce que vous avez. Une fois encore, elle me tripote les mollets, elle me tripote les cuisses, je n'ai pas mal. Bon, elle comprend pas, donc elle finit par me dire, de toute façon, on va juste faire une prise de sang, une analyse d'urine, puis on verra ce que ça donne. Et là, je lui dis, non, je suis venue aux urgences, j'ai déjà fait une prise de sang, j'ai les marqueurs super élevés, on va pas refaire une prise de sang alors que je l'ai déjà fait, faites-moi une écho ou un truc. Je lui dis en plus, moi j'ai vu mon sage-femme qui m'a parlé d'une veine bouchée dans l'ovaire. Elle me dit, oh oui, mais vous savez, si vous aviez une veine bouchée, vous seriez pas dans cet état. Hein. Ouais, ok. Je lui dis quand même, vous savez, en fait j'ai l'impression qu'elle me prend pas au sérieux. C'est vrai, hein, je marche, je parle, je suis pas à l'agonie. Mais je lui explique que je ne suis pas douillette. Franchement, j'ai quand même plutôt un tempérament dur à cuire. Je déteste les médicaments, je déteste les hôpitaux, je déteste les médecins. Je ne voulais pas venir ici. Si je suis là, c'est parce que je suis inquiète. Il y a un truc qui cloche. Donc j'essaye d'insister un peu. Je lui dis, vous savez, j'ai fait beaucoup de sport, je me suis déjà brisé des os, fait des entorses, j'ai accouché sans péridurale. Je suis pas là juste parce que j'ai une petite douleur qui me chagrine, quoi. Je suis là parce qu'il y a quelque chose dans mon corps, je le sens, qui ne va pas bien. Oui, écoutez, on verra. Prise de sang, analyse d'urine. Et en fonction du résultat de la prise de sang, on fera un scanner. Et donc, elle s'en va. Le temps passe, encore et encore. Très, très long. Et au bout d'un certain temps, elle revient. Et elle me dit, madame, je vous ai trouvé une place au scanner. Je lui dis, ça veut dire que les résultats de la prise de sang étaient pas bons. Et elle me dit, si, mais... Non, elle me dit, j'ai pas eu les résultats, mais vu que vous êtes inquiète, on va quand même aller au scanner. Donc heureusement que j'étais inquiète. D'ailleurs, pour la petite histoire, l'analyse d'urine, j'ai fait pipi dans le petit pot, il devait être 19h. Ils n'ont pas récupéré l'analyse avant au moins 23h30, quoi, pour vous donner un peu les délais là-dessus. Donc voilà, ça y est, c'est parti, je vérifie juste, mais non, c'est bien ça. Ensuite, je pars au scanner. Donc un brancardier vient me chercher, me fait traverser le fameux couloir cauchemardesque. Et puis j'arrive dans un autre couloir où je vois une file d'attente de brancards. Donc en fait, on est positionné chacun la tête vers les pieds de l'autre. On arrive et on se met comme ça à la queue leu-leu. Je sais pas si vous voyez ce que je veux dire. Il doit y avoir 1 ou 2 personnes avant moi sur des brancards. Moi, je suis postée contre le mur à la queue leu-leu. Et voilà, le brancardier s'en va et on se retrouve tout seul dans ce couloir. Bon, il y a un moment, il y a un monsieur qui arrive dans une coquille. Je crois qu'il s'est fait percuter. Enfin, lui, il est emmené par les pompiers. Il passe devant tout le monde. Je crois qu'il a l'air complètement déboussolé. Je pense qu'il a un traumatisme crânien ou un truc dans ce genre. Et quelques minutes après, il y a une vieille dame qui arrive donc à mes pieds. C'est la dernière donc de la file d'attente. Et en fait, je l'entends au moment où son brancardier va pour partir. J'entends qu'elle lui dit « Monsieur, excusez-moi, j'ai envie de faire pipi. » Et il lui dit « Moi, je suis brancardier, madame, je peux pas vous emmener faire pipi. » Et elle lui dit « S'il vous plaît, j'ai vraiment, vraiment besoin. » Et il lui dit « Je vais aller dans la salle de scanner le dire aux soignants. Et comme ça, quand ils ont fini, ils viennent vous chercher. » Et voilà, il s'en va. Et puis au bout de quelques minutes, donc en gros, il faut imaginer que c'est la nuit, c'est le silence. On est tous les uns derrière les autres, mais personne ne se parle. Et j'entends la voix de la petite dame qui dit « Est-ce qu'il y a quelqu'un ?
petite voix comme ça, toute cassée, elle faisait trop de la peine. Et je lui dis, oui, madame, il y a quelqu'un, mais il y a que des patients. Enfin, il n'y a pas de soignants, quoi. Et elle dit, oh non, non, j'ai trop envie de faire pipi, comment je vais faire ? Je lui dis, si vous voulez, je peux venir vous aider. Elle me dit, non, mais j'ai la sclérose en plaques, ça va être compliqué. Je me dis, oh là là, la pauvre, mais quelle horreur, quoi. Je lui dis, essayez d'attendre un peu, ils ont peut-être bientôt fini. Oui, oui, je vais attendre et tout. Et en fait, je l'entends plusieurs fois un peu gémir, quoi, se plaindre. Elle fait des petits bruits, oh là là, comment je vais faire ? Je vais pas réussir à me retenir et tout. Et à un moment, je lui dis, madame, on s'en fiche. Franchement, faites pipi dans les draps, ils changeront, c'est pas grave. On va pas... Enfin, vous êtes trop mal, quoi. Elle me dit, non, non, je vais encore essayer et tout. Et là, en fait, je vois sur un meuble pas très loin de moi, un petit pot en plastique, les petits pots dans lesquels on fait les analyses d'urine. Bon, bien sûr, il était propre, il était tout neuf, il était posé sur un placard. Je lui dis, madame, j'ai trouvé un petit pot, vous voulez que je vous l'emmène ? Et elle, toute contente, elle me dit, ah oui, c'est un bassin. Je lui dis, ah non, c'est pas un bassin, c'est vraiment un petit pot, quoi. Elle me dit, non, laissez tomber, c'est pas grave et tout. Donc voilà, le silence revient, puis encore, et moi je vous raconte ça, j'essaie d'être courte, mais ça prend peut-être 1 heure, toute l'histoire. Et puis au bout d'un moment, je re-entends qu'elle dit madame, vous pouvez m'emmener le petit pot ? Je lui dis oui, j'arrive. Et en fait, la pauvre, elle voit le truc, elle se rend bien compte qu'elle pourra pas l'utiliser allongée dans son lit sans bouger, quoi. Et là, j'ai un gros moment de peine, quoi. Je me dis, c'est ça les services hospitaliers en France en 2024. À mon avis, 2025, ça n'a pas trop changé. Et puis là, début 2026 non plus. C'est quand même vraiment triste de payer des impôts et de se retrouver à 80 ans à 2 doigts de se faire pipi dessus dans un lit alors qu'il y a même personne pour l'aider, quoi. Bref, c'est enfin mon tour, donc on m'emmène, on me fait mon scanner. Quand on me fait repartir dans l'autre sens, je recroise la petite dame, du coup on se fait un petit coucou. Je ne sais pas ce qu'elle est devenue, j'espère qu'elle va bien. Donc là on me ramène. Au revoir mamie, je repars dans mon box et en fait on traverse un couloir. Et je commence à parler au brancardier et je lui dis « Oh là là, mais j'ai été vraiment choquée tout à l'heure quand je suis arrivée aux urgences. » Et je lui raconte que le monde que j'ai vu, les gens qui se toussent dessus, qui se vomissent dessus, qui se font ausculter les uns contre les autres et tout. Et il me dit « Oui, non mais là, vous trouvez qu'il y a du monde ?» Je lui dis « Oui, énormément. » Et on était dans un couloir. On était en train de traverser un couloir vide et il me dit « Mais vous savez, madame, le couloir là qu'on est en train de traverser, normalement, il fait juste le lien entre 2 services. Maintenant, il a un nom. Parce que quand c'est plein de l'autre côté, on entasse les gens ici, donc on l'appelle le couloir numéro 3. Voilà quoi. L'enfer. De retour dans mon box. Donc, j'attends et je m'endors parce qu'il est quand même très tard le soir. Ça fait longtemps que je suis là. Et je me fais réveiller par une petite voix douce. Et c'est la jeune médecin qui m'a vue quelques heures avant. Qui me dit « Madame, réveillez-vous, j'ai eu les résultats du scanner. Votre sage-femme avait raison, vous avez bien une thrombose ovarienne. » Alors j'ouvre les yeux, je commence à percuter. Et elle me dit « Vous avez aussi une embolie pulmonaire. » Donc là, clairement, je me redresse, je m'assois bien droite, je la regarde dans les yeux. Je lui dis « Ok, et maintenant, qu'est-ce qu'on fait ?» Et elle me dit « Maintenant, il faut vous faire des piqûres d'anticoagulants. Je vais aller vous chercher les piqûres, je vais aller vous trouver une chambre dans le service maternité. Comme ça, vous pourrez être avec votre fille, parce que vu que vous l'allaitez, il vaut mieux que vous soyez hospitalisé avec elle. » Je lui dis « Madame, je m'en fiche de la chambre, de la maternité. Il faut quoi là pour me guérir vite ?» Elle me dit c'est ce que je vous dis. Il vous faut des piqûres d'anticoagulants et il faut rester allongé. Il faut surtout pas vous asseoir ou vous lever. Il faut rester à l'horizontale. Du coup, je me recouche et elle me reparle de je sais pas quoi, de la chambre et tout.
Et je lui dis, mais vous allez m'opérer, vous allez faire quoi? Elle me dit, non, on va rien faire, juste des piqûres. C'est la seule prise en charge et ça fonctionne très bien. On arrive. Elle sort et elle ferme la porte du box, qui est une porte coulissante. Et elle n'arrive pas. Et donc, je suis toute seule et en fait, elle ne revient pas. C'est-à-dire qu'il se passe beaucoup de temps. Alors déjà, les premières minutes, j'essaie de ne pas céder à la panique. Je crois que j'écris à mes sages-femmes et à Evan, mais je crois pas que j'écris à mes parents. En fait, je le sentais. Je le savais au fond de moi qu'il y avait quelque chose qui n'allait pas. Je n'ai pas peur de ma mort en tant que telle. Je ne me dis pas où va partir mon âme, que va devenir mon corps ou je sais pas quoi. Déjà parce que j'ai une certaine spiritualité et parce que j'accepte aussi que la mort fasse partie de la vie. Mais surtout, ce qui m'angoisse vraiment, c'est les autres. Là, je commence à me dire, oh là là, ma fille n'a que 11 jours. En gros, si je meurs, bon, elle m'aura pas connue, elle aura pas l'impression de m'avoir connue. Mais plus tard, pour sa construction, il va forcément lui manquer quelque chose. Par contre, mon fils, il a déjà 2 ans, quoi. Il comprend tout, il va penser que je l'ai abandonné, il va dire à son père, elle est où, maman? Est-ce qu'elle va rentrer peut-être mardi? Parce que c'est le jour de la semaine qui fait que de répéter à ce moment-là. Enfin, ça y est, là, ça turbine, c'est pas ouf. Et puis, j'ai quand même une petite baisse. En fait, j'ai entendu embolie pulmonaire et même si je suis pas médecin, même si je regarde pas sur mon téléphone, je sens bien que c'est pas... De toute façon, elle me l'a dit, ce qui vous arrive, ce n'est pas anodin. Voilà, donc ça pose quand même un peu le décor, quoi. Puis je pense à Evan, je me dis, oh là là, lui qui retient toujours tout, sa colère, ses angoisses, il est super pudique et tout, comment il va faire? Est-ce qu'il va s'en sortir avec 2 si petits enfants? En plus, il est à son compte. Enfin, voilà, ça turbine. Bon, ça dure 3 minutes. Hein. Là, je vous l'explique comme ça parce que c'est vrai que c'était assez lourd comme moment, mais ça dure 3 minutes et comme dit Evan, il faut sabrer les mauvaises pensées. Donc, je sabre, je passe à autre chose. Je réponds à mes SMS et puis j'attends, quoi. J'essaie de rester dans une bonne dynamique, à me dire c'est bon, ils arrivent, ils vont me faire la piqûre, ça va aller, ils vont me faire la piqûre, et puis en fait, ils n'arrivent pas. Donc moi, je trouve qu'au bout de 30 minutes d'attente, je considère ça quand même assez long, surtout quand on t'a dit que t'avais un truc grave. Donc je décide d'appuyer sur la sonnette. Donc en gros, j'ai regardé l'heure quand la dame est partie, j'ai vu que ça faisait 30 minutes, j'ai appuyé sur la sonnette, donc j'ai vu l'heure. J'ai attendu encore un temps qui m'a paru extrêmement long, et donc au bout de 19 minutes, que j'appuie sur la sonnette quand même, hein, le truc bouton rouge, urgence. Je me dis, ils m'ont oublié. Ça y est, donc j'avais réussi à contenir la panique, et là je me dis, non mais ils sont complètement tarés. En fait, ils vont me laisser crever ici, ça y est, c'est tout ce que j'ai vu là, les gens qui se toussent dessus, qui sont tous en train de crever dans le couloir. Le prochain, c'est moi, quoi. Tout ça parce qu'elle a fermé la porte et que j'ai pas le droit de me lever. En plus, je commence à me dire, je me suis levée tout à l'heure pour aider la vieille dame. J'aurais peut-être pas dû. Je me suis levée avant pour aller aux toilettes. J'aurais peut-être pas dû. Ça fait quand même 2 jours que j'ai des symptômes, que j'ai monté mes 4 étages, que j'ai failli crever dans l'escalier. Si ça se trouve, là, si je me lève, que je fais 3 pas pour aller ouvrir la porte du box, je vais m'écrouler devant la porte, personne ne va jamais savoir que je suis en train de crever, et c'est terminé, quoi. Donc, vraiment là, très très mauvais moment où je me dis, il faut que je me sorte de là. Donc, ne pouvant pas me lever, il me reste une seule solution, c'est utiliser ma belle et grande gueule pour hurler, tout simplement. Donc, au début, je commence juste à dire... Dès que je vois des pas qui passent sous la porte, excusez-moi, y a quelqu'un qui m'entend Puis en fait, je vois qu'on ne m'entend pas ou qu'on fait semblant, j'en sais rien, tout le monde doit être occupé à autre chose.
Je me mets à hurler. Ouvrez cette putain de porte! Enfin bon, là, il y avait plus moyen qu'on ne m'entende pas. J'ai vraiment crié très fort. Et j'entends quelqu'un qui dit « Ah, attends, on dirait qu'il y a quelqu'un qui appelle. » Ah ouais, je sais pas de quelle box ça vient. Je saisis l'opportunité. 24! J'ai hurlé de toutes mes forces le numéro du box. Et là, la pauvre aide-soignante qui ouvre la porte, usée par la vie, par le boulot de nuit, par les gardes, je ne sais pas, mais elle avait une tronche, la pauvre. Elle semblait encore plus malade que moi. Et en fait, elle s'est pris toute ma fureur dans la tronche. Mais vraiment toute. J'ai pété un plomb. Ah oui, parce que elle a ouvert la porte. Oui, qu'est-ce qu'il y a ? Je pense qu'elle me prenait pour une patiente impatiente à qui on n'a pas proposé de repas, quoi. Sauf que c'était pas ça mon problème. Et donc là, je lui dis, mais comment ça, qu'est-ce qu'il y a ? Comment ça, qu'est-ce qu'il y a ? Vous comptez me laisser crever ici ? Mais dépêchez-vous de me donner le traitement. Madame, vous allez vous calmer tout de suite. Moi, je suis pas ici pour me faire crier dessus. Enfin, voilà, donc je lui dis, mais... Enfin, je sais que vous n'êtes pas ici pour vous faire crier dessus, mais vous comprenez que j'ai peur ou quoi ? Elle me dit, non, mais vous descendez d'un ton avec moi, machin. Du coup, j'essaie de m'apaiser. Je me dis, allez, Marina, une grande respiration, prends sur toi, explique. Explique ta situation. Si tu expliques, elle va comprendre. Enfin, voilà, c'est pas compliqué. Je lui dis, écoutez, madame, on vient de me dire que j'ai une embolie pulmonaire. J'ai un enfant de 2 ans, une fille de 11 jours. On m'a dit, on arrive, ça fait plus d'1 heure. Parce que entre les 30 minutes, les 20 minutes, le bouton, le fait que je crie, qu'elle arrive, que gna gna gna, on est à 1 heure qu'on m'a dit, en gros, vous avez un truc grave, il faut qu'on se dépêche. Donc, vous comprenez que j'ai peur, quoi. Et donc, elle me dit, écoutez, je connais pas votre dossier, calmez-vous, je vais chercher le médecin. Elle s'en va. Au bout d'un certain temps, elle revient, elle me dit, écoutez, j'ai vu votre médecin, elle m'a dit que dans votre, avec ce qui vous arrive, il faut pas vous mettre dans cet état d'émotion. Je dis, non mais pardon, mais c'est une blague. Enfin, non, je fais ce que je peux déjà, donc vous lui dites qu'elle se dépêche de venir me voir. Oui, oui, elle arrive, elle va venir vous expliquer. Donc j'attends encore. Et enfin, la médecin arrive. Et là, tenez-vous bien parce que c'est vraiment le sketch. C'est la même, celle qui a le tatouage du petit vélo. Et puis elle me dit, oui, je suis vraiment désolée. Tout à l'heure, j'ai dû vous expliquer un peu trop vite. C'est vrai que ça a dû vous faire peur. Mais ne vous en faites pas. Je suis en train d'appeler. Là, je suis en train de vous trouver une chambre en maternité. Vous allez pouvoir retrouver votre fille. Vous allez pouvoir être tranquille. Maintenant que vous avez eu la piqûre d'anticoagulant, de toute façon, ça va. Vous pouvez vous détendre. Vous avez été prise en charge. Je la regarde. Je lui dis, mais non, ça ne va pas. Non, ça ne va pas aller parce que je n'ai pas eu la piqûre d'anticoagulant. Vous avez fermé la porte, vous êtes parti et personne n'est revenu. Vous croyez que c'est pourquoi que j'ai pété un câble sur votre collègue ? Vous croyez que ça me faisait plaisir ou quoi ? Et en fait, je vois qu'elle comprend, mais que son cerveau n'accepte pas cette information. Elle me fait répéter, elle me dit, mais vous n'avez pas eu la piqûre ? L'infirmier n'est pas venu. Je lui dis non, je n'ai vu personne depuis que vous êtes parti. Donc voilà, c'est pour ça que je lui dis laissez-moi dans le couloir s'il faut, on s'en fout de la chambre, de la je ne sais quoi de maternité. Vous pouvez me soigner où vous voulez, mais vous me soignez. Et en fait, bon, j'ai à peine eu le temps de finir en fait parce qu'elle s'est mise debout, elle m'a dit on arrive. Et donc là, je lui ai dit, ne fermez pas la porte, ne fermez pas la porte. Et à peu près, je sais pas, 25 secondes. Franchement, ça a pas dû durer plus que 30-35 secondes. L'infirmier était là. Et d'ailleurs, on va faire une petite parenthèse sur lui aussi, parce que tant qu'à faire, allons-y dans la catastrophe. C'est le seul que j'ai eu parce que je suis restée hospitalisée 10 jours. C'est le seul soignant arrogant et stupide que j'ai rencontré. Donc, il rentre dans ma chambre.
Je lui dis « Ah super, c'est vous mon sauveur ». Et il me regarde, il me dit « Non, je suis pas sauveur, pourquoi vous pleurez ?» Je lui dis « C'est rien, c'est le stress ». Il me dit « y a pas de raison de stresser, je vous pique où ?» Je lui dis je sais pas, c'est vous l'infirmier ?» Il me dit dites-moi, vous préférez quoi, la cuisse ou le ventre ?» Je lui dis j'en sais rien, là où ça sera le plus efficace. Il me dit ça change rien. Je lui dis allez-y, piquez-moi le ventre. Enfin... Bref. En fait, lui, je pense, ça a été le dernier truc pour vraiment me déprimer, quoi. Voilà, ça dure 3 secondes, la piqûre. Hein, il me pique, il s'en va. Et là, j'attends encore. Mais cette fois, je suis soulagée. Je me dis, ça y est, enfin, on m'a fait la piqûre qui me sauve la vie. Enfin, moi, c'est comme ça que je le vois. Encore une fois, j'ai aucune info à ce moment-là. Je sais pas vraiment ce que c'est une thrombose ovarienne. Je sais pas vraiment ce que c'est une embolie pulmonaire. Donc, je fais juste ce qu'on me dit, quoi. Piqûre, rester couché, pas bouger. Et pendant tout ce temps où j'attends, j'entends des soignantes qui parlent entre elles et qui disent « Oh là là, ce soir, il y a 95 patients pour un seul médecin. » Donc j'étais pas loin du compte quand je disais que j'en avais vu à peu près une centaine dans le couloir. Et je revois celle qui est venue, la médecin qui était venue me voir et je la vois passer. En fait, j'ai l'impression qu'elle est perdue. Que c'est trop lourd pour ses petites épaules. Voilà, c'est comme ça que s'achève mon passage aux urgences adultes. On vient donc me chercher pour me transférer à l'hôpital qui est juste à côté. Il y a une route à traverser, c'est l'hôpital couple-enfant où il y a le service maternité. Donc là, les 2 brancardiers qui viennent me chercher, c'est trop marrant parce qu'ils ont le même prénom. Et là, moi, je suis quand même... faut que je... Comment dire ? J'ai eu un gros taux d'émotion, donc là, il faut que ça sorte, quoi. Donc je discute avec eux, on rigole, on parle de nos enfants respectifs. On parle de l'état des urgences. Et je leur dis, quand même, je vois pas pourquoi vous vous plaignez. Franchement, on a quand même bien applaudi en 2020. Enfin bon, je fais ma petite militante. Et donc, ils me transportent en ambulance, ils me montent jusqu'à ma chambre qui était réservée apparemment pour moi en maternité. Et arrivée devant la chambre, la sage-femme du service leur dit « Ah non, pas du tout, on ne reçoit pas de patients directement en chambre, il faut d'abord qu'elle passe par le service des urgences gynéco. » Super ! Comme si ça n'avait pas déjà suffi. Donc, demi-tour, ils me transportent jusqu'au service des urgences gynéco, dans lequel, je vous le donne en mille, il n'y a plus de place. Donc je suis dans une salle d'auscultation. Je pense que c'est là qu'ils font les monitos ou les trucs comme ça. C'est le dernier endroit à rester libre dans ce service. Et j'attends, en fait, toute la nuit. Il doit être à peu près 1h du matin quand j'arrive là-bas. Et il est à peu près 7h. Quand il y a enfin le chef de service des urgences gynéco qui vient, qui ne m'ausculte pas, qui ne me prend pas l'attention, qui me fait rien, qui me dit juste « Bonjour madame, vous avez une thrombose étendue et une embolie pulmonaire. Oui, on me l'a dit. Voilà, vous allez avoir des piqûres d'anticoagulants. Oui, on m'a expliqué. Bon, c'est bon, vous pouvez monter en chambre. » Voilà. Et moi, j'ai passé toute la nuit à plat dos sans même oser plier mes genoux parce que j'avais peur, tout simplement, qu'il m'arrive un truc. On ne m'a pas expliqué grand-chose. Moi, on m'a dit, vous restez couché. Donc, j'ai même pas osé plier les jambes. J'ai le dos en compote. J'ai les seins qui vont exploser parce que, bizarrement, au service maternité, il n'y a pas de tire-lait. Donc, j'ai essayé de faire sortir mon lait toute la nuit par moi-même en restant en plus allongée sur le dos. Donc, j'ai trempé mes chemises d'hôpital. Dès que je voyais un aide-soignant passer, n'importe qui, je leur demandais une nouvelle chemise, mais c'était juste pour m'éponger le lait. Je suis complètement... Enfin, voilà. Et tout ça pour, au final, arriver au service maternité. Enfin, pour qu'on me dise... Ah oui, donc c'est là qu'arrive la fin de l'histoire. Quelques heures en chambre de maternité seulement, et les soignants, en fait, ils m'informent que mon état ne correspond pas à leurs compétences.
Donc vers 15h, je suis transférée au service vasculaire. Donc je rechange d'hôpital, je refais un tour d'ambulance. En fait, ils me disent dans maternité, ils me disent que j'ai plusieurs veines bouchées. C'est une thrombose étendue. Et qu'il y a un petit morceau... Ah oui, non, ça c'est au service vasculaire qu'on m'explique. Mais en gros, voilà, moi, aux maternités, ils me disent on ne peut pas s'occuper de vous, c'est trop compliqué comme phénomène, on vous transfère. Et quand j'arrive à l'endroit où on me transfère, je comprends enfin un peu mieux tout ce qui m'arrive. Voilà, après, je suis très très bien suivie et on s'occupe de moi merveilleusement bien. Vous l'apprendrez dans l'épisode suivant. Pour conclure cette vidéo qui a sûrement duré encore trop longtemps, je voulais juste dire qu'il est très important de comprendre qu'en France, à l'heure actuelle, on a une médecine de pointe. Vous allez vraiment le comprendre dans l'épisode d'après. J'aimerais que tout le monde sache qu'on peut être sauvé à condition de sortir vivant des urgences. L'interne qui s'est occupée de moi pendant mes 10 jours ensuite où j'étais hospitalisée, elle était en train de devenir cardiologue. Et donc, elle faisait un service de 6 mois, un stage au service vasculaire. Un jour, elle s'est absentée. Et quand elle est revenue au bout de 3 jours, je lui ai dit « vous m'avez manqué ». Elle me dit « Ah oui, j'étais aux urgences j'ai fait mes gardes aux urgences ». Je lui dis « Ah bon ?» Et elle m'explique en fait qu'elle déteste ça, mais que c'est obligatoire dans le cursus, qu'ils doivent faire des gardes pour être formés aux urgences. Je suis convaincue aujourd'hui que la jeune médecin qui s'est occupée de moi, qui m'a prise en charge quand je suis arrivée aux urgences, etc., c'était aussi une interne. Je me pose donc pas mal de questions et je les pose à tous ceux qui dirigent, qui ont, à commencer par Emmanuel Macron, mais les ministres de la Santé que j'ai nommés tout à l'heure, Yannick Neuder, Olivier Véran, la nouvelle, là, parce que ça a encore rechangé, Stéphanie Rist ou je sais pas quoi. Et toutes les lignées de dirigeants, les chefs, les managers, toutes les personnes qui ont un pouvoir de décision dans nos services hospitaliers. J'aimerais qu'on m'explique comment accélérer la procédure d'enregistrement administratif. Les outils informatiques sont-ils assez performants ? Ensuite, lorsqu'un soignant adresse un patient aux urgences, comme l'a fait mon sage-femme, avec une suspicion de gravité sévère, est-ce qu'il serait possible de faire passer ce fameux patient en priorité ? Les internes, est-ce qu'ils ne manquent pas un peu d'expérience pour être aux urgences ? Certains internes apparemment détestent faire leur garde aux urgences. Ce service, est-ce qu'il ne mérite pas plutôt des soignants dont c'est la vocation ? Je pose juste la question. Comment un seul médecin peut-il gérer 95 patients ? Encore une fois, c'est juste comme ça. Je me demande, est-ce qu'il manquerait pas par hasard du personnel pour prendre soin des patients dans les couloirs ? Quand on attend pour un scanner, par exemple. Si je fais une attaque, ça se passe comment ? Si je fais une crise cardiaque, une nouvelle embolie pulmonaire ou je sais pas quoi et que je suis dans un couloir d'attente au scanner. Ensuite, quand un patient est transféré dans un autre service parce qu'on a décrété qu'il fallait qu'il soit dans ce service, pourquoi est-ce qu'on doit le faire passer dans les services d'urgence de ce même truc ? Tout ça pour qu'en plus, on nous dise rien, on m'ausculte pas, on me dit oui, montez dans votre chambre, pour qu'au final, on me dise non. Est-ce qu'on peut pas améliorer toutes ces procédures ? On est quand même en France, on a des gens qui réfléchissent, qui savent faire des PowerPoint et des brainstorming. Je pense qu'on devrait y arriver si on est 3-4 à essayer de donner des bonnes idées. Bref, voilà, comment les soignants peuvent-ils être encore bien traitants ? Et pour finir, les applaudissements ont-ils suffi ? Ou est-ce qu'il faut réinstaurer les applaudissements 3 fois par jour pour les soignants, pour qu'ils aient un peu les moyens de soigner les patients ? Voilà, à une prochaine.